Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Arrestation des enfants lors des dernières manifestations. Le directeur de la protection judiciaire rassure que 98% des enfants ont été libérés. Il assure que des dispositions ont été prises pour assurer la protection des enfants. Journée de récital du Coran à Touba et dans d'autres régions du pays, les fidèles mourides ont répondu à l'appel du khalife général des mourides. Des prières ont été faites pour la paix et la stabilité du pays. Et puis, la rubrique e-éclair s'intéresse aujourd'hui aux chasseurs de déchets sur les plages et dans les eaux maritimes. Des bénévoles en compagnie de l'Ocean Diving Center de Dakar se sont lancés dans le défi de nettoyer ces espaces et protéger la mer. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Célébration de la 33e édition de la journée de l'enfant africain. Le Sénégal dispose suffisamment d'institutions pour assurer la protection des enfants dans l'espace numérique. Selon le directeur de la protection judiciaire et sociale, il reconnaît que de nombreux défis restent encore à relever, parmi lesquels figure l'éducation des enfants à l'usage du numérique. Mamsene Babou. Les enfants sont souvent exposés à certains dangers dus à l'utilisation de l'Internet. Et pour marquer la célébration de la journée de l'enfant africain, le curseur a été mis sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. C'est une thématique extrêmement pertinente qui, comme l'a souligné tout à l'heure le garde des Sceaux, ministre de la Justice, met en exergue à la fois les avantages mais également les inconvénients de l'Internet et de l'environnement numérique dans la protection de l'enfant. Comme avantage, il a pu citer bien entendu l'avantage social, éducatif, pédagogique, communicationnel qu'on peut tirer de l'environnement numérique, mais également comme inconvénient, il a pu également mettre en exergue à la fois la cybercriminalité, la pédopornographie et d'autres inconvénients qui peuvent toucher les enfants. Des défis restent à relever pour améliorer la protection de l'enfant dans l'usage de l'espace numérique. D'après le directeur de la protection judiciaire et sociale, les parents appelés à jouer leur partition. Les défis sont tout simplement l'éducation des enfants, donc à l'usage du numérique, puisque le numérique est un outil qu'il ne faut pas mettre à la portée déjà de n'importe quel enfant, à n'importe quel âge, mais également lorsque l'enfant a accès au numérique, il est important que les institutions, mais également les parents, les communautés et les familles les encadrent et les éduquent par rapport à cet outil qui peut à la fois être bénéfique et être néfaste. Tout de même, Amadou Ndiaye reconnaît que notre pays dispose assez d'institutions pour assurer le respect des droits des enfants dans l'environnement du numérique. Voilà, comme vous le savez, le Sénégal est l'un des pays signataires de la Convention de Budapest, donc sur la protection de la cybercriminalité. Mais également, le Sénégal est l'un des rares pays à avoir signé la convention de Malabo, qui est une convention panafricaine sur donc, la protection en matière de cybercriminalité. Et également, sur le dispositif interne, le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de protection des enfants en ligne. Et le Sénégal également est l'un des rares pays africains à avoir mis en place un portail de signalement numérique des abus d'enfants. La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Au Sénégal, les autorités ciblent la toile pour protéger les enfants. Mamsene Babou, le directeur de la protection judiciaire et sociale, a profité de cette occasion pour faire le point sur la situation des enfants qui ont été arrêtés lors des dernières manifestations. Selon Amadou Ndiaye, 98% des enfants interpellés ont été libérés. Il assure que des dispositions ont été prises pour assurer la protection de ces enfants. Je propose de l'écouter. Alors, les manifestations qui sont passées, je ne m'y éteindrai pas outre mesure. Ce que je peux donner comme information, c'est que nous, au niveau de la direction de la protection judiciaire et sociale,
lorsque ces événements ont éclaté, nous avons mis un dispositif de protection des enfants à travers les services de l'action éducative et la protection sociale en milieu ouvert, les AEMO. Nous avons demandé à tous les AEMO, parce que nous avons des AEMO dans toutes les régions et les départements du Sénégal. Et chaque AEMO a reçu comme instruction de se rapprocher des forces de défense et de sécurité, donc de la police, de la gendarmerie, de se rapprocher également des structures sanitaires, de se rapprocher également des parquets pour encadrer l'audition des enfants au niveau de la gendarmerie et de la police pour les enfants arrêtés, se préoccuper des nombres d'enfants blessés ou tués dans les structures sanitaires, s'il y en a, et bien entendu se rapprocher des parquets, à savoir des procureurs, pour demander l'élargissement de ces enfants-là. Et donc nous avons pu, sur le plan national, établir un état national. Nous avons l'état du nombre d'enfants qui ont été arrêtés, déférés devant les parquets. Et sur ça, je peux vous dire que 98% des enfants arrêtés ont tous été libérés. Voilà, donc grâce à l'entregent de nos services. Les récentes manifestations n'ont pas été sans conséquences pour les artisans à la Médina. Des cordonniers confient que la clientèle se fait rare. Beaucoup de leurs clients qui se trouvent à l'étranger ne veulent pas prendre le risque de se déplacer. Le climat reste tendu selon eux. Voyons tout cela dans ce reportage signé Ami Diouf. Tout au long de la rue 11 de Tilène, c'est une large gamme de chaussures qui est accrochée sur les murs ou exposée à même le sol. Et pourtant, ce beau décor n'attire guère la clientèle. Le marteau et le trancheur entre les mains. Dans son coin, ce cordonnier se plaint de la situation. Les violentes manifestations ont laissé des séquelles. Là, les clients ne viennent plus comme avant. Les manifestations ont perturbé le secteur alors que nous sommes à quelques jours de la Tabaski. C'est le même constat dans un autre atelier. La morosité est ambiante. Ces professionnels du cuir ont perdu une bonne partie de leur clientèle, dont ceux de la sous-région. Les clients venaient de partout, surtout de la sous-région. Mais les récentes manifestations ont tout chamboulé. Les étrangers ont peur de quitter leur famille pour venir acheter des chaussures au Sénégal, surtout avec tout ce que l'on voit à la télé. Les clients sont au compte-gouttes au point de les voir réduire les prix de leurs produits. Les Sénégalais préfèrent les chaussures qui proviennent de la Turquie ou de la Chine et à cela s'ajoute la crise. C'est pourquoi nous sommes obligés de revoir les prix à la baisse pour motiver les potentiels clients. À 2 semaines de la fête de Tabaski, les cordonniers ne savent toujours pas à quel saint se vouer. Ces travailleurs essayent de se débrouiller malgré un contexte très difficile, accentué par les violentes manifestations notées en début de juin. À quelques jours de la célébration, la fête de Tabaski à la commune de Toubatoul rassure, toutes les dispositions ont été prises pour un bon approvisionnement en moutons. Le maire est convaincu que Toubatoul sera bientôt la capitale du mouton. Sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité veillent au grain sur le potentiel que constitue le daral de Toubatoul. Ahmed Djei est le maire de la commune de Toubatoul. Il était l'invité de l'émission Kenou Askanui présentée par El Hadj Malick Cissé. Le daral de Toubatoul et le foirail de Toubatoul, j'allais dire, est un nouveau foirail qui a été délocalisé à côté de la sortie numéro 3 de l'autoroute à péage. Et à côté également, il y a la gare routière qui a été délocalisée. Donc très accessible avec un parking et toutes les commodités. Donc bien approvisionné en moutons, des moutons de toute race, vraiment bien traités, bien entretenus. Donc je pense que cette année, on va faire le double de l'année dernière. On compte, c'est ça notre objectif, vendre plus de 20 000 moutons. C'est notre objectif et c'est possible. Nous invitons tous les Sénégalais à venir à Toubatoul pour se procurer un mouton de Tabaski. Et on veut faire de Toubatoul la vraie capitale du mouton. Samedi dernier, j'ai été voir le daral, le foirail, les aménagements et tout. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que les gens puissent s'approvisionner en mouton et tranquillement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un CLD a été tenu dans ce sens.
avec l'autorité administrative pour que toutes les dispositions soient prises pour un bon déroulement des opérations de vente de moutons à l'occasion de la fête de Tabaski. Je rappelle qu'à Touba, tous les prix sont pour le moment accessibles. Jusqu'au samedi dernier, les prix variaient de 70 000 à 550 000. Et puis au moins 5 ministres du gouvernement ont fait face à la presse cet après-midi. C'est pour revenir bien sûr sur les événements du 1er et du 2 juin dernier, mais également faire le point sur les préparatifs de la fête de Tabaski. Le Premier ministre qui a dirigé ce face-à-face à la presse, mais également le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement. Ils se sont donc livrés à cet exercice de questions et de réponses avec les journalistes au cours de cette rencontre. Le Premier ministre assure que des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités. C'est pour bien sûr parler des événements du 1er et du 2 juin dernier. Il assure également qu'une évaluation est en cours pour estimer l'ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre au profit des entreprises, mais également les mécanismes de soutien appropriés pour l'ensemble des victimes de ces événements. Le Premier ministre poursuit également, il estime que les manifestations violentes observées traduisent, selon lui, une entreprise de déstabilisation qui a commencé avec des cyberattaques et qui s'est poursuivie par des tentatives malveillantes de destruction et de sabotage d'infrastructures vitales et essentielles pour notre pays, dépôts de carburant, usines d'eau, centrales électriques, entre autres. Le Premier ministre également a rappelé la volonté de l'État du Sénégal de pouvoir bien sûr continuer reste également et encore toujours engagé pour la recherche, dit-il, de la paix. Le Premier ministre et 4 autres ministres se sont livrés à cet exercice en face à face avec la presse nationale et internationale. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. La capitale du mouridisme a organisé une journée dédiée à la lecture du Saint-Coran, comme l'a recommandé le khalife général du Mouride. Des milliers de fidèles mourides ont répondu à l'appel de Serigne Mountakha Mbacké. Cette journée dédiée à la lecture du Saint-Coran vise donc à renforcer la cohésion sociale, mais aussi la stabilité dans le pays. Gorandaklou. Touba a répondu à l'appel du calife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, qui a initié une journée de récital de Coran, une journée bien organisée par le Daïra Moukhaddamatoul Khidma. dañoo séddoon ñu war koo taxawee ci waajtaay moo tax bi ñu koy waaj ñu njëkk fi ñëw jumaa ji def waxtaan woo xam ne nii mooy préparer bis bi te mooy lépp loo xam ne nii jëm nañ ci lal tàpp yi. Le daïra en charge de la gestion de la grande mosquée de Touba était déjà prêt pour exécuter les consignes du calife général des Mourides. Nous avons tenu des réunions pour préparer cette journée importante. D'ailleurs, nous avons pris toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'événement. Nous veillons à ce que la sacralité de la mosquée soit respectée. ñu jéem ba kenn fi def loo xam ne wuuteeg li ndigal yi wax moo tax mooy sàmmonteeg teggini jumaa ji ak worma ji sàmmonteeg ndigal yi nga xam ne moo ñu fi indi. Ainsi, nombreux sont venus participer à cette journée de récital de Coran qui, selon le calife, vise à renforcer la cohésion sociale et la stabilité du pays. noonu la yaatoo ci biir dëkk bi ndax xam nga ne mbooloom dëkk bi ñëpp xajuñu ci benn barab moo tax ci barab yu bari ci biir dëkk bi muy jumaa yi ak jàkka yi ba ci barabu dajeewukaay yi. Partout au Sénégal, les fidèles ont participé à la journée du Saint-Coran. D'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement ont suivi à distance le Digol. Et les autres foyers religieux ont même répondu à l'appel du khalife général, Koulou Mouride. Gàttandu nañ ko baax a baax yàkkaliwaat ko yaatal ko soññ ca seeni mbooloo kon tey mel na ni bisub dellu ci suñu borom noonu ko sëriñ bi waxee te doon loo xam ne sax matadik doomu aadama la waaye ab jaam warut a jóge ci boroomam.
Sur instruction du calife général des Mourides, des centaines de fidèles ont répondu à cette journée entièrement dédiée à la lecture du Saint-Coran. Gorandaklo à Massalikul Jinan également, les fidèles mourides ont répondu à l'appel de Serigne Mountakha Mbacké. Des séances de récital du Coran ont eu lieu dans la grande mosquée. Les fidèles prient pour que la paix règne au Sénégal. N'est-ce pas, Maya Diop? De loin, elles résonnent à l'oreille, mais c'est à l'intérieur de la mosquée Massalikul Jinan où les paroles du Coran sont plus audibles. Après l'appel à la prière de Serigne Mountakha Mbacké, les fidèles mourides viennent d'un peu partout de Dakar pour lire le Coran. Ce fidèle avec le Saint-Coran entre les mains est venu de Sébikotane pour répondre à l'appel du khalife. Chaque fois que le khalife fait un appel de ce genre, je viens ici pour prier. Je me suis toujours rendu à Massalikul Jinan pour répondre à tous les appels à la prière. Contrairement à lui, ce mouride est aujourd'hui venu pour faire des offrandes car à cause de son travail, il ne peut pas rester pour la lecture. En me couchant hier, j'ai entendu que le khalife a fait un appel à la lecture du Coran. Puisque j'ai pas beaucoup de temps à cause de mon travail, j'ai préféré venir faire des offrandes. Chargé de l'organisation ici à Massalikul Jinan, ce fidèle mouride magnifie l'appel du khalife car pour lui, la paix est très importante. Il ne peut pas y avoir de développement sans qu'il y ait la paix dans le pays. C'est pourquoi le khalife a demandé à ce qu'on lise le Coran et nous espérons que nos prières seront exaucées. Cet appel à la prière du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, intervient après les manifestations du 1er juin qui ont fait plus de 20 morts. Aujourd'hui, à Massalikul Jinan, les fidèles viennent d'un peu partout de Dakar et de ses environs. La salle qui est derrière moi commence à être pleine et dans quelques instants, la grande salle sera ouverte pour accueillir plus de fidèles. Parlons tout à fait d'autre chose. La commune de Fafacourou entre dans l'ère de la mécanisation agricole. C'est dans le département de Médina Yoro Foulah, la mécanisation du secteur de l'agriculture et l'allègement des travaux ménagers connaît un grand point en avant grâce à la conjugaison des efforts entre le gouvernement du Sénégal à travers les élus locaux et les ONG intervenant dans cette zone. C'est du Diata. Cette année, toutes les conditions semblent réunies pour permettre à la population de Sarebouré, dans le département de Médina Yoro Foulah, d'emblaver des superficies records dans un délai relativement court, grâce au projet Pays qui a mis aux motoculteurs à la disposition des communautés locales. Le Pays, c'est une collaboration entre l'État d'Italie et l'État du Sénégal. Donc, l'objectif du Pays, de manière plus simple, c'est de participer à l'augmentation du rendement des producteurs. Donc, à travers cet objectif, l'octroi du tracteur va permettre d'alléger les travaux des femmes, éventuellement d'améliorer leurs revenus. C'est une première avec Pays et nous voudrions vraiment pérenniser ça et demander au GPF qui a bénéficié de ce bijou de tout faire pour entretenir vraiment ce tracteur. La joie est donc double pour les populations de Sarebouré. Un moulin a été également mis à leur disposition dans le cadre de la promotion de l'allègement des travaux ménagers. Nous avons été élus sur la base véritablement d'une demande sociale que nous pensions pouvoir en tout cas affronter, si toutefois nous sommes élus. Parce que tout simplement, nous avons trouvé que les femmes ont des difficultés, surcharge de travail, les producteurs n'ont pas suffisamment de semences, n'ont pas de matériel agricole, la jeunesse n'a pas d'emploi, il y a énormément de défis et de difficultés et nous nous sommes engagés à affronter ces défis-là pour transformer vraiment le département de Médina Yoro Foulah. Fafacourou a l'ambition d'atteindre les autres communes en matière d'infrastructure et de développement. On est en train de faire, de par les partenaires, on est en train de le faire, de par notre transparence, de par notre
budget participatif, qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. Nous sommes à leur disposition. Les impôts qu'ils sont en train de payer leur appartiennent. Ce qu'on est en train d'engager pour régler les situations de Fafakuru, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Et la population doit contribuer à ça, parce qu'eux aussi, c'est de leur rôle. Avant de demander tes droits, il faudrait aussi que tu saches que tu as des devoirs. En attendant, les communautés locales, essentiellement composées d'agriculteurs, se félicitent de la disponibilité des intrants agricoles et de la baisse du coût de l'engrais. Seydou Diatta, le maire de Thiès, fait le point sur la politique de sauvegarde du patrimoine public de Thiès. Babacar Diop assure qu'il va protéger les biens publics, quelle que soit la situation. Il est également revenu sur les contrats entre la ville de Thiès et certaines structures. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Babacar Diop a fait face au public thiessois pour rendre compte de beaucoup de dossiers qu'il avait engagés au nom de la ville. Pour EMG, je n'ai plus rien à dire. Lui-même, Mbaïgué, responsable de cette entreprise, m'a dit qu'il en a fini. Il quitte cette place et il a informé qui de droit. Quant aux responsables de la Sonatel, nous avons tenu des réunions avec eux en leur proposant par écrit que la ville veut 100 millions de francs CFA. Nous attendons toujours leur réponse. Signé en tant que maire, nous adressé à une direction générale. Pour ces BAO, ils sont de mauvaise foi. Wow, lolo, mën nañu ko. Waxon nañ ni dinañ répondre depuis 3-4 jours, donc réponse bobu ba légui ñi ngi koy xaar. Contrairement à CBAO mom mauvaise foi ak mauvaise volonté ci côté bobu ñom ci lañu nekk. L'autre affaire brûlante, c'est la décision de ne pas renouveler le contrat ville de Thiès au promoteur de Kadior Glace. Dañu am vision bu sori ci Thiès. Nous avons une grande ambition pour Thiès qui dépasse cet espace Kadior Glace. Nous allons faire de grandes réalisations ici, à la promenade. Liñ leen di proposer ci promenade bi di ngeen xamni du daray Kadior Glace. L'édile de Thiès poursuit sur la question. Aussi ki nga xamanteni mo jité Kadior Glace. J'ai parlé avec le promoteur de Kadior Glace en lui disant qu'une fois à terme, nous n'allons pas renouveler le contrat. Nous avions averti l'exploitant, c'est ce qui est vrai. Il occupe 1018 mètres carrés moyennant 150 000 francs par mois. Vous vous rendez compte, la ville va récupérer tous ces espaces publics. Si moi ville de Thiès dafa am yéene récupérer espace public yi mu momal bopam. Au cours de ce grand oral, Babacar Diop est revenu sur, entre autres questions, le travail des agents de l'Union de coordination pour la gestion des déchets, des agents qui, selon le maire, ont changé le cadre de vie de la capitale du rail, qui était peu reluisant. Isidore Alexandre Sen, justement, les amis du promoteur de Kadior Glace invitent le maire de la ville de Thiès à revenir sur sa décision, celle de ne pas renouveler le contrat qui lie les deux entités. Ces derniers estiment que le maire de Thiès est un peu radical. Salif Diouf est leur porte-parole. Nous sommes venus ici pour soutenir un grand frère qui est victime, selon moi, d'une injustice. Parce que le maire de la ville de Thiès a ordonné son déguerpissement. Et je ne pense pas qu'une société d'une telle envergure, avec un investissement de près de 100 millions, du jour au lendemain, fait des chiffres d'affaires de millions, de centaines de millions. Une entreprise qui embauche 22 jeunes directement, plus de 15 jeunes indirectement. Une entreprise qui impacte directement l'économie locale de Thiès. On ne peut pas accepter que le maire de la ville de Thiès, même si on lui donne les prérogatives de délocaliser sur cette entreprise. Et selon moi, c'est quelque chose qui n'est pas loyal. Même si j'avais un mot plus puissant, j'allais l'utiliser. Nous sommes des Thiessois et nous appelons solennellement le maire de la ville de Thiès à renoncer à la délocalisation de Kadior Glace. S'il vous plaît, encore une fois, monsieur le maire de la ville de Thiès, nous sollicitons de la manière la plus gentille que vous arrêtez ce processus-là. Sinon, nous allons répliquer. Ça, c'est quelque chose de clair.
Visite des auditeurs en master sécurité nationale du Centre des hautes études de défense et de sécurité CHEDS au port autonome de Dakar, les enjeux sécuritaires autour de l'exploitation du pétrole et du gaz au cœur des débats. Cette visite entre dans le cadre des activités de formation du CHEDS. N'est-ce pas, Khadija Diouf? Le Centre des hautes études de défense et de sécurité a organisé une visite de travail au port autonome de Dakar, une occasion pour le directeur général du port de revenir sur les réalisations qui répondent à la problématique sécuritaire. La plus belle réalisation qui répond à la problématique sécuritaire est celle du terminal SOGT, qui consacre les contrôles de sûreté et de sécurité, d'une part, les contrôles de fiabilité d'accès aux plateformes pétrolières pour les changements d'équipe. C'est cette plateforme que vous avez visitée ce matin, aujourd'hui, avec la présence de l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui permettent de sécuriser notre plateforme, parce qu'en réalité, l'accès aux plateformes pétrolières, qui constitue un des atouts majeurs de la sous-région pour les prochaines années du point de vue économique. Sur les questions d'ordre sécuritaire et stratégique du port, des projections ont été faites. Le défi est donc énorme. Rapidement, en parlant de sécurité, il y a la sécurité maritime. Donc les navires qui doivent venir, ils doivent être assurés, ils doivent être en tout cas en bonne confiance pour fréquenter le port. Avec l'exploitation du pétrole et du gaz, pas mal d'enjeux se présentent selon le colonel Chérif El Walid. Notre pays, comme vous le savez, bientôt va rentrer dans ce cercle restreint de producteurs de pétrole et de gaz. Donc cela constitue des enjeux sécuritaires énormes, des enjeux stratégiques. Et donc nous devons d'anticiper dans la réflexion, ce qui a été fait depuis longtemps pratiquement, mais d'approfondir les réflexions et de mieux outiller nos décideurs pour mieux prendre en compte justement toutes ces dynamiques qui tournent autour de ces questions stratégiques. Le port autonome de Dakar, une structure importante dans les dispositifs sécuritaires du pays. Ici, une visite a été faite dans le cadre des activités de formation du CHEDS qui abrite 2 Master 2 concernant la sécurité nationale et le Master en défense, sécurité et paix, organisé conjointement avec l'Université Cheikh Anta Diop. Pencum Dakar a offert 42 000 serviettes hygiéniques pour les 42 écoles élémentaires publiques de Guédiawaye et 30 cartons de rames de papier au profit des 3 districts de l'élémentaire pour l'organisation d'essais et d'évaluations standardisées. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent en banlieue, Boudandiachi. Après les jeunes filles du collège, l'association Pencum Dakarou fait une dotation de serviettes hygiéniques aux écoles primaires du département de Guédiawaye. Il y a de cela quelques temps, nous avions eu une cérémonie où nous avions doté de serviettes hygiéniques à 11 collèges de Guédiawaye. Et nous sommes revenus pour en doter à 42 écoles de l'élémentaire. Et déjà dans les interventions, les directeurs de l'élémentaire ont salué à sa juste raison en fait cette intervention, justifiant en fait cette action par le fait que c'est au niveau de l'élémentaire qu'il faut préparer les enfants, préparer les filles qui pour la première fois même vivent en fait cette expérience-là. Donc il vaut mieux donc préparer ceux qui vivent une première expérience, n'est-ce pas, pour plus ou moins après les accompagner une fois au niveau du collège. C'est ça qui a un peu motivé, en tout cas cette action-là. Après quand même une intervention au niveau donc des 11 collèges de Guédiawaye, nous avons pu doter aujourd'hui de serviettes hygiéniques à 42 écoles. Le montant global, c'est de 6 millions de francs. Geste très apprécié par l'inspecteur d'académie de Guédiawaye. Je dois avouer que la question de l'appui aux filles pour qu'elles puissent travailler sereinement à l'école est un problème. Et aujourd'hui, de plus en plus, elles sont précoces. Je vous assure que vous ne pouvez pas l'imaginer. Si on le dit, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas le savoir. Mais déjà,
Dans certaines écoles, vous pouvez même avoir des filles qui voient leurs menstrues en classe de CE2. Il peut y en avoir. Mais surtout dans les classes de CM1 et de CM2, il y en a. Et vous savez, c'est très délicat. Donc les écoles doivent être dotées pour permettre d'intervenir très rapidement. Le premier moment où elles voient leurs menstrues, ça peut être terrible. Si elles sont diminuées, c'est-à-dire si ces menstrues interviennent au moment où elles sont dépourvues de moyens, ça peut même causer un traumatisme tel qu'elles peuvent avoir des difficultés de revenir à l'école. Au-delà des serviettes hygiéniques, Pencum Dakaru a également doté 30 cartons de rames de papier au profit des 3 districts de l'élémentaire pour l'organisation d'essais dans les écoles. Une initiative très appréciée par le corps enseignant et les parents d'élèves. Vous l'avez compris, place à présent, votre rubrique y est claire alors que les déchets s'accumulent sur les plages et dans les eaux maritimes sénégalaises qui les bordent. Un groupe de bénévoles se lance le défi de les débarrasser en partant à la chasse aux déchets à Gorée, sur la corniche Est, ou même encore dans les profondeurs de l'océan. Pierre Chenoun et Serigne Saliou Dem, en compagnie de l'Océan Diving Center de Dakar, ont suivi ces bénévoles dans leur chasse. Reportage. Nous sommes actuellement sur l'une des plages de la corniche Est de Dakar, une plage qui, comme beaucoup au Sénégal, n'est pas épargnée par la pollution humaine. Une pollution que l'Océanium de Dakar a décidé de chasser aujourd'hui en lançant une grande collecte de déchets sur la plage et dans les océans. C'est une expédition qui nous fait prendre le large, passer d'une pirogue à l'autre et croiser, sans la fouler, la petite île de Gorée. Après une quarantaine de minutes à voguer, les grands immeubles du plateau nous apparaissent comme de petits interstices qui viennent fendre le bleu si profond qui nous entoure. Mais c'est une mission hors de la plaisance qui a amené ces plongeurs à enfiler leurs combinaisons aujourd'hui. Comme à chaque premier dimanche du mois, quelques volontaires se réunissent pour nettoyer l'océan et les côtes de la capitale. Leur premier ennemi, les filets de pêche abandonnés. Bon, les gens mettent des filets à côté, souvent avec des courants, tout ça. Les filets coupés et rentrés sur les épaves, ça reste coincé, ils tuent les poissons tous les jours. Personne ne l'utilise pas. Bon, donc comme on est des plongeurs, on est venu, on voit que c'est un massacre. On a organisé un groupe qui vient souvent tous les premiers samedis du mois pour venir, pour nettoyer les épaves, tout ça, pour sauver les poissons, pour assurer la zone. Nous nous trouvons ici à peu près 11 km à l'ouest des côtes de Dakar, sur ce qu'on a l'habitude d'appeler le cimetière des épaves, où se sont échoués une dizaine de navires, emportant dans leur naufrage tous leurs déchets polluants. Il y en avait plein. Vraiment, je ne peux pas compter, mais je dis que plus de vingtaine, une quarantaine des épaves. Parce qu'on a amené beaucoup de... Moi, j'habite ici au bord, à Thiaroye-sur-Mer, mais souvent on voit les bateaux qui amènent les épaves à l'époque. Pour les attraper, toute une préparation. D'abord un grand plongeon. Puis une descente de 17 mètres de profondeur en eau trouble. Et quand on y est, la manœuvre vient rompre le silence abyssal. Il faut rapidement remonter les filets, et là, c'est toute une technique qu'il faut suivre. Parce qu'on descend avec des bidons. Les bidons s'appellent des parachutes. Quand on descend avec les bidons, on remplit de l'air, on remplit de l'eau sur les bidons pleins, on va en bas. On regarde la taille des épaves et tout ça. On accroche les bidons, après on va mettre l'air sur les épaves. Sur les bidons, ça remonte le filet. Parce que c'est comme parachute. Ça fait que nous qui sommes en surface, on va ramasser les bidons, on tire, on remonte les filets. Cet homme qui dirige l'équipe, c'est Redouane. Pour lui qui a appris cette activité de son père, retirer des océans ces filets étouffants a un grand sens pour le vivant. Alors, très poissonneux, c'est très poissonneux, hein. Beaucoup de petits poissons, d'alevins, de sardines. Et il suffit qu'on enlève ça pour que la vie revienne. Donc ça reste cool quand même. Aujourd'hui, c'est à une autre épave que l'équipe s'attelle. Et Redouane est bien sûr de la partie. Alors là, on nous avait signalé il y a
45 jours la présence de filets sur cette épave. Et donc on était venu lors d'une plongée exploration, donc avec l'Oceanium Diving Center, juste pour voir. Et effectivement, on est tombé sur un petit remorqueur, pas très grand, à 16 mètres de profondeur, mais complètement recouvert de filets. Et du coup, on a, depuis ce jour-là, préparé et planifié l'organisation de cette journée pour justement enlever tous ces filets. Impulsé par l'Oceanium Diving Center de Dakar, ces actions de nettoyage fédèrent bon nombre de bénévoles qui ne supportent plus de voir s'amasser les déchets dans ce coin de paradis sénégalais. Ça fait du bien à Dakar, parce que tu as vu comment les gars ils travaillent ici. Chaque fois, on fait le filet perdu, donc ça fait du bien. Ça protège la mer aussi. Voilà. Parfois, on nettoie jusqu'à les plages. À Anse-Bernard aussi. Parfois, si tu entres dedans, ça fait mauvais. C'est pas bon. Les gars, ils jettent n'importe quoi, les poubelles, dans les plages. Donc, moi, je demande qu'ils fassent les poubelles dans les plages. Enfin, direction l'Océanium pour ramener la pêche du jour. Au total, lors de notre périple en mer, près d'1 tonne de déchets ont été récoltés dans les fonds marins, à Gorée et sur la baie de l'Anse-Bernard. 1 tonne de déchets que ne regrettera pas la mer, ni la faune sous-marine, que les équipes comme celle de Redouane tentent de protéger coûte que coûte. Une ultime bouteille à la mer, face à l'urgence environnementale. Pierre Chenoun, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.